Bien, mes chers collègues, je vous propose sans plus attendre de démarrer nos travaux de la matinée. En effet, nous avons organisé aujourd'hui deux tables rondes successives. J'ai le plaisir tout d'abord d'accueillir les participants de la première table ronde au nom de tous nos collègues. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Je rappelle que vous représentez les organisations suivantes, le SNES FSU, le SNFO LCFO, le syndicat UNSA et puis le SGEN CFDT, ainsi que les représentants du SNALC et la CGT Éducation. Je ne sais pas si la CGT Éducation est arrivée. Pardonnez-moi, oui, excusez-moi, je suis un petit peu myope, alors j'ai du mal parfois à voir les... Bien. Alors, dans le cadre de nos missions de contrôle et d'information, il appartient, mesdames et messieurs, à notre commission de se pencher sur la réforme du collège qui est au cœur de l'actualité. Elle est mise en œuvre, comme chacun sait, par un décret et un arrêté publié la semaine dernière, au lendemain d'un mouvement de grève des enseignants du second degré. Cette réforme s'appuie, je voulais le rappeler, sur un constat, bien entendu, que nous partageons tous. Le collège actuel ne parvient pas à garantir à tous l'acquisition des savoirs fondamentaux, pas plus qu'il ne corrige les conséquences liées à l'origine sociale des élèves. Pourtant, la réforme annoncée par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est loin, on le constate, de faire consensus. Ses principales dispositions sont fortement contestées, à l'instar de la réduction des 20% des horaires d'enseignement disciplinaire et la fin des options de langue ancienne au profit d'enseignements pratiques interdisciplinaires ou encore de la suppression des classes bilingues et des sections européennes. D'autres questions, notamment celles relatives à l'orientation, demeurent en suspens. Cette réforme, je voulais aussi en préambule le rappeler, s'accompagne d'une refonte des programmes de l'enseignement primaire comme du collège. Une consultation est engagée sur le fondement des projets de programme élaborés par le Conseil supérieur des programmes, instance indépendante placée auprès du ministre, dont sont membres nos collègues Marie-Christine Blandin et Jacques-Bernard Magnier, et jusqu'il y a peu Jacques Grosperrin. Dès lors, nous comptons sur vous, mesdames et messieurs, pour nous éclairer, pour éclairer les réflexions et les travaux de notre commission. Nous souhaiterions connaître vos positions sur la philosophie et les dispositions de cette réforme. Cela nous sera très utile, notamment en prévision de l'audition de Madame la Ministre la semaine prochaine. Donc, je vous propose de vous exprimer à tour de rôle de manière assez synthétique, 5 minutes chacun, de manière à ce qu'on puisse très vite engager le débat avec les collègues qui vont avoir beaucoup de questions à vous poser. En premier lieu, bien entendu, je donnerai la parole à notre rapporteur Jean-Claude Carle, mais je tenais à souligner l'importance de ce dialogue avec les élus. Voilà. Donc, je propose de commencer par les représentants du SNES-FSU. Madame Frédérique Rollet, vous êtes co-secrétaire générale. Je vous donne la parole. Oui, c'est bon. Voilà. Merci, madame. Alors, je tiens à dire en préalable que nous pensions qu'il fallait une réforme du collège, le gouvernement ayant d'abord engagé une réforme de l'école primaire, hein, la loi de refondation rappelant quelles étaient les difficultés avec lesquelles 25% des élèves entraient au collège et la nécessité de commencer par le premier degré avant d'aborder la question du collège. Ensuite, l'on sait que depuis l'instauration de la loi Abi et du collège dit unique, on s'est un peu contenté de mettre tous les élèves dans le même lieu en pensant qu'il suffisait de les mettre dans le même lieu pour que tous accèdent à une culture scolaire qui, évidemment, est très éloignée parfois de la culture familiale. Et on fait effectivement le constat que les inégalités sociales sont extrêmement corrélées au parcours scolaire des élèves. Donc réforme du collège nécessaire. Encore fallait-il partir d'un bon diagnostic. Quels sont les problèmes du collège? Des taux d'encadrement qui se sont effondrés entre 1999 et 2010. Alors que quand on regarde la moyenne des pays de l'OCDE, les taux avaient tendance à s'améliorer. On est passé à un nombre d'élèves par classe plus important dans les collèges français.
Ensuite, une difficulté à permettre une diversification des situations d'apprentissage, le collège disposant de très peu de moyens de faire des groupes, d'avoir une meilleure prise en compte des élèves en difficulté. Sur ces bases, la loi de refondation prévoyait que les collèges puissent disposer d'une marge de manœuvre dans la gestion de leur dotation et que des projets puissent permettre une plus grande transversalité, qu'on puisse avoir des expérimentations sur la base du volontariat. Il fallait donc évidemment réfléchir à la façon de mettre en œuvre de façon positive ces principes. Or, qu'a-t-on vu très vite une négociation qui a été bâclée, puisque au-delà de la question des grilles, nous n'avons jamais discuté de quoi que ce soit, et la volonté d'imposer une forme d'autonomie, 20% d'autonomie, qui ne sont pas l'autonomie des équipes, mais qui vont amener les établissements, on le sait, à la lumière de ce qui s'est passé dans le cadre de la réforme Châtel du lycée, à devoir faire des choix qui vont mettre en concurrence à la fois les disciplines, les enseignants, qui vont faire reposer tous les arbitrages sur le chef d'établissement pour dégager à la fois du temps d'accompagnement, pour mettre en place de l'interdisciplinarité, pour mettre en place des groupes. On constate même que certains dédoublements qui étaient auparavant fléchés, c'est-à-dire obligatoires pour, par exemple, les sciences et vie de la Terre en 6e ou bien la technologie, et là il ne s'agit même pas d'améliorer les conditions, c'est indispensable. On ne peut pas faire de la technologie à 26-27, on ne peut pas faire des SVT non plus. Eh bien, ces dédoublements ne sont plus obligatoires. Donc, première chose, ces 20% d'autonomie qui vont accentuer des politiques d'établissement très diverses. Madame la ministre parle beaucoup des parcours dérogatoires. On sait que ce n'est pas les disciplines en elles-mêmes, ni les dispositifs tels les sections bilingues qui créent des inégalités, ce sont les usages sociaux. Et il aurait mieux valu réfléchir à une carte des langues vivantes, réfléchir à une carte d'implantation des options, notamment dans les REP, que de supprimer purement et simplement ces dispositifs. Et là, on va recréer des parcours, puisqu'on aura des établissements qui vont privilégier l'implantation de projets qui mettent en activité les élèves déjà les plus à même d'entrer dans la culture scolaire, et d'autres qui vont évidemment essayer de renforcer ce qui est soutien, ce qui est donc très vite de toute façon des inégalités. Ensuite, sur l'interdisciplinarité, qui peut être un outil intéressant, mais dont on sait, les travaux d'un certain nombre de chercheurs en sciences d'éducation le montrent, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender justement pour les élèves les plus éloignés de la culture scolaire, puisque ça suppose de faire le lien entre les notions de deux disciplines, et si on veut que ce soit fructueux, que ce ne soit pas quelque chose de superficiel, c'est chronophage. Ça demande la concertation pour les enseignants, ça demande de la formation, ça demande des possibilités de co-intervention, et ça demande des notions qui soient accrochées au programme. Et je tiens à dire que le Conseil supérieur des programmes a fait part de son mécontentement de voir son travail interrompu, puisqu'il réfléchissait sur justement des notions identifiées dans les programmes disciplinaires, alors qu'on leur a opposé 8 thématiques de pays très éloignés justement de ces programmes. Donc voilà, encore une fois, une réforme qui s'est contentée de prôner un certain nombre de termes, interdisciplinarité, autonomie, sans réfléchir aux conditions d'application, sans réfléchir à ce que voulaient les enseignants du second degré, qui demandent essentiellement d'abord du temps aussi avec leurs élèves, et des dispositifs d'aide qui soient opératoires. Donc, en conclusion, je dirais que va apporter cette réforme aux élèves en difficulté? Quasiment rien. Et elle risque de mettre en concurrence, encore une fois, beaucoup d'établissements, beaucoup de disciplines, d'instaurer un climat dans les établissements peu propice au travail en équipe, et on risque donc de rater l'occasion d'avoir une réforme du collège qui tente de regarder comment on prend mieux en compte les élèves les plus en difficulté. Bien, je vous remercie de votre concision. Je donne maintenant la parole à Madame Ophélie Sauger, qui représente le syndicat national Force ouvrière des lycées et des collèges, FO. Oui, alors, bonjour à tous, c'est moi qui vais intervenir en fait. C'est ce qu'on a décidé. Hein. Donc, le syndicat FO des lycées et des collèges demande l'abrogation de la réforme du collège, comme il l'a exprimé dans le communiqué intersyndical du 21 mai avec les autres organisations signataires représentant 80% des personnels aux dernières élections professionnelles. Cette réforme se présente comme un remède à l'inégalité
et au niveau insuffisant des élèves dans les savoirs fondamentaux, comme vous l'avez rappelé, notamment en maths et en français. Peut-on croire que l'autonomie des établissements, c'est-à-dire 20% de la DAG qui serait définie, donc de la dotation globale qui serait définie localement, peut-on croire que cette autonomie serait compatible avec l'égalité ? L'autonomie des établissements reviendrait en fait à la situation suivante, 5 000 collèges, donc 5 000 contenus différents pour les 20% de la DAG. Donc cela entraînerait, comme l'a dit d'ailleurs Frédéric Rollet, une concurrence entre les établissements et une inégalité entre les élèves, au contraire. Par ailleurs, les enseignements pratiques interdisciplinaires seraient organisés sur une partie des horaires disciplinaires. Il s'agit de ponctionner des horaires disciplinaires. Moins de français. Pouvez-vous mettre votre micro, s'il vous plaît, en appuyant sur le bouton dédié? Merci. Comment je... Il faut appuyer en fait en même temps ou pas? Ah d'accord. Parce que ça marche pas. Ah d'accord. Ouais, je croyais qu'il fallait appuyer. Ça marche tout seul quand même. Non, il marche plus. Voilà. J'aime bien, il marche. Ok, pardon. Excusez-moi. Comme je le disais, les enseignements pratiques interdisciplinaires, pourquoi pas, mais ça reviendrait à... Enfin, dans le cadre de la réforme, ces enseignements interdisciplinaires seraient organisés sur des horaires disciplinaires. Donc moins d'orthographe, moins de grammaire pour les élèves, ce qui ne correspond pas à ce qu'on attend et au problème qui a été pointé. Par ailleurs, ponctionner les horaires disciplinaires reviendrait, ici on a fait le calcul, de la 6e à la 3e à 400 heures de cours en moins consacrés justement aux disciplines à part entière, soit la moitié d'une année de cours. Par ailleurs, les programmes seraient organisés par cycle de 3 ans et non de manière annuelle. Voilà. Donc ça pose un problème aussi du point de vue de la progressivité de l'apprentissage et de l'évaluation des élèves, puisque de fait, un élève qui n'aurait pas acquis au bout d'un an les savoirs nécessaires redouble dans le cadre actuel. Là, il faudrait attendre 3 ans. Sur la question des dédoublements SVT en technologie, ça me semble évident aussi qu'en technologie, quand il s'agit de manipuler des outils parfois dangereux, il est préférable quand même de travailler en demi-groupe plutôt qu'à 27. Par ailleurs, en classe de 6e, on a actuellement des 6e à 30 dans les établissements, à 30 élèves par classe, il faut le savoir quand même. Donc, dernière chose, peut-on réellement penser qu'en supprimant le latin en tant que discipline à part entière, qu'en supprimant les classes bilingues, on améliorera le niveau des élèves? Nous ne le pensons pas. Par ailleurs, on ne peut pas dire que ce soit seulement les élèves qui appartiennent à un milieu privilégié qui participent à ces cours-là, puisqu'il existe des cours de latin et des classes bilingues dans les établissements de zones d'éducation prioritaire. Par ailleurs, la suppression des classes bilingues menace actuellement 1200 postes. Donc, cette réforme, en fait, apparaît plus comme un moyen, finalement, de faire des économies, apprendre moins et dépenser moins. C'est un peu comme ça que nous le voyons. Donc, ce qui serait nécessaire à l'amélioration de l'apprentissage, ce que nous demandons, c'est un allègement des effectifs par classe, alors que depuis des années, les effectifs par classe ne cessent d'augmenter. À la rentrée, on prévoit encore une augmentation des effectifs par classe. Et donc, après la désastreuse réforme des rythmes scolaires toujours contestée, la réforme du collège s'inscrit dans le cadre de la loi de refondation de l'école et de la réforme territoriale. Et c'est encore une des facettes du pacte de responsabilité et des 54 milliards de coupes dans les dépenses publiques. Donc, nous ne voulons pas de cette réforme. Les collègues n'en veulent pas. Ils étaient majoritairement en grève le 19 mai, je pense qu'on peut le rappeler. Et dès lors, la publication du décret et de l'arrêté d'application le lendemain de la grève a suscité chez les collègues une indignation assez forte. Et ils continuent à s'opposer donc à cette réforme et à demander de l'abrogation. Voilà. Je vous remercie infiniment. Monsieur Frédéric Sèvres, pour le syndicat général de l'éducation nationale, je vous donne la parole. Et je vous en remercie. Alors, pour être synthétique, plusieurs éléments. Tout le monde s'accorde effectivement qu'il y avait une urgence et une absolue nécessité à réformer le collège. Le collège qu'un ministre antérieur avait qualifié très justement de maillon souffrant du système éducatif.
Souffrance pour les élèves, effectivement, puisque c'est au collège que se concrétise un décrochage et des difficultés scolaires qui se creusent certes avant, mais c'est bien au collège que ça apparaît. Souffrance également pour les personnels. On l'oublie toujours, la société s'est accommodée pendant de nombreuses années des dysfonctionnements du collège, mais elle en laissait la gestion et le coût aux collègues chargés de faire tourner malgré tout les établissements. Urgence également à cause des stratégies de personnel, effectivement, c'est encore une fois cet abandon ou cette relative négligence de la société face à l'échec du collège générait, et c'est bien compréhensible, des stratégies familiales de contournement, d'évitement, ce que la société, ce que l'État ne se donnait plus comme mission de garantir absolument, et bien ma foi, la réussite, les familles allaient la chercher par elles-mêmes. Donc on avait une situation où l'école publique, où l'école pour tous, le collège unique, qui date de 1975, se détricotait progressivement, et j'allais dire presque irrémédiablement. Il y avait une urgence, il y avait également une opportunité, parce que cette réforme du collège s'accompagne d'une réforme des programmes, s'accompagne également d'une réforme de l'évaluation, donc d'une réforme du socle commun, donc tout un ensemble de réformes qui peuvent donner un sens, qui peuvent donner une cohérence globale, et donc qui sont non pas une certitude, mais enfin un gage, un élément d'efficacité globale. Le fait que l'on réforme globalement la scolarité obligatoire donne une chance, encore une fois, supplémentaire de réussir une réforme de cette ampleur-là et de cette nécessité-là. Le sens de cette réforme également, enfin le sens de la réforme qu'il faut, tout le monde s'accorde aussi dessus, sur le sens à donner, même si on ne s'accorde pas tous sur les moyens à mettre en œuvre. Réduction des inégalités. On pourrait se faire écho de tous les rapports, mais même non seulement français, mais même mondiaux, qui soulignent l'explosion des inégalités ces dernières années et qui soulignent aussi le rôle que jouent les inégalités scolaires dans la dynamique des inégalités globales, économiques et sociales. Donc il fallait effectivement prendre la question à bras-le-corps, se donner comme impératif, comme objectif de réduire les inégalités, c'est-à-dire de faire réussir tous les élèves, pour retrouver, encore une fois, une école obligatoire, une école primaire collège qui soit bien destinée à tout le monde, qui soit destinée à la réussite de tous, et qui donc, parce qu'elle tient cette promesse-là, rend moins nécessaire et donc rendra sans doute moins fréquentes les stratégies individualistes de contournement, encore une fois, qui fleurissent actuellement. Alors sur le fond de la réforme, une fois que les objectifs sont calés, comment s'y prend-on ? Comment fallait-il s'y prendre ? Le SGEN-CFDT a pesé pour qu'on cesse d'avoir des réformes injonctives, qui prescrivent des contenus, qui expliquent aux collègues ce qu'il faut faire exactement, comment, à quelle heure et dans quel sens, mais qui s'inspirent au contraire de ce que les collègues ont fait. Pendant que la société, l'État a détourné un peu les yeux du collège, des collègues localement, justement pour faire tenir leur collège, mais leurs collègues aussi d'ailleurs, pour essayer de conserver le sens et le sens de leur mission, ont innové, inventé, pris des initiatives. D'ailleurs, on n'a pas besoin de mots très ronflants pour désigner ce qu'ils ont fait, ont inventé des choses, des dispositifs. Il fallait d'une part s'inspirer de ces innovations du terrain et surtout en tirer la conclusion que ceux qui sont le plus à même de choisir, de déterminer, de mettre en œuvre ce qui est bon pour les élèves, ce sont d'abord les collègues au contact justement de ces élèves, au contact de la réalité des populations, des familles et des territoires. Donc nous avons pesé pour que cette réforme ne soit pas injonctive, mais au contraire accorde le maximum de liberté pédagogique nouvelle aux équipes éducatives pour leur permettre encore une fois de remplir leur mission, de s'adapter à leur public, de prendre en compte les difficultés particulières de leur public, parce que si les élèves ont tous le même... Si on donne à tous les élèves le même objectif, s'ils ont tous le même droit à un avenir, ils ne partent pas tous du même point, ils n'ont pas tous exactement les mêmes difficultés, et c'est bien aux collègues de s'adapter, de prendre en charge cette diversité. Il fallait donc leur donner les moyens de le faire. C'est pour ça que pour nous, la clé de cette réforme, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur les langues et cultures de l'Antiquité ou certains dispositifs dérogatoires, le fond du fond, l'essentiel, c'est la marge d'autonomie accordée aux équipes éducatives. Nous aurions d'ailleurs souhaité qu'elle soit plus importante encore, marge d'initiative dans la détermination du contenu des enseignements, mais dans l'organisation aussi de ces enseignements, organisation dans l'année, organisation sur le cycle. Alors cette réforme a, je dirais, pris cette direction, même si elle n'est pas allée aussi loin que nous l'aurions souhaité, elle va dans le bon sens de ce point de vue-là. Maintenant,
une réforme, vous l'avez rappelé, madame, c'est pour l'instant, la réforme, c'est un arrêté, un décret, hein, et deux textes réglementaires ne constituent pas une réforme. L'essentiel de la réforme, ça se fera sur le terrain, justement. La réforme, une politique éducative, c'est d'abord le travail des personnels. Donc la réforme, je dirais, elle est encore devant nous. Hein. On en a le cadre réglementaire, il faut encore la concrétiser en travail, en politique éducative. Et pour ça, il y a encore beaucoup à faire. Tout d'abord, puisque l'on passe à un modèle encore une fois, de pilotage, alors la révolution culturelle n'est pas complète, n'est pas complètement achevée, mais tout de même, on glisse, on va dire comme ça, d'un modèle injonctif à un modèle où les établissements sont plus autonomes. Il va falloir globalement donner les moyens de cette autonomie, parce que l'autonomie, ça se gère localement, ça demande des moyens, ça demande des dispositions, des organisations différentes. Alors, on peut différencier ou distinguer de temps. Il y a d'abord la préparation de la rentrée 2016, puisque là, il s'agit d'inventer, en quelque sorte, hein, des choses, des façons de faire, des dispositifs qui n'avaient pas cours jusqu'à maintenant, dont les équipes n'avaient pas toujours l'habitude jusqu'à maintenant. Donc, il faut donner du temps au cours de l'année 2015-2016 aux équipes pour préparer la rentrée 2016. Il y a plusieurs modalités, on y reviendra en détail si vous le voulez. Nous avons des propositions, mais gardons au moins à l'esprit cette idée qu'il va falloir du temps pour préparer cette rentrée particulière qui sera, de ce point de vue-là, une rentrée à nul autre pareil. Deuxièmement, toujours pour préparer cette rentrée, il faut des ressources, je dirais, en ingénierie, en compréhension. Il faut mobiliser des ressources de formation, des ressources d'encadrement pour aider les équipes à faire leur choix. J'insiste bien, il ne s'agit pas d'aller, excusez-moi la référence peut-être un peu religieuse, c'est pas d'ailleurs dire la messe aux équipes pour leur expliquer comment faire, mais bien d'être à leur côté pour les épauler, pour choisir ce qu'elles veulent faire. Enfin, deuxième train de mesures, hein, il faut prendre la dimension, encore une fois, de cette autonomie qu'on a accordée aux établissements pour opérer des changements de plus long terme. Alors j'en distingue deux grandes catégories. D'abord, il y a le fonctionnement des instances de l'établissement, conseil d'administration, conseil pédagogique, dont nous ne récusons, à la différence de certains, nous ne récusons pas l'existence, bien au contraire, mais ces instances ont été imaginées, formatées pour un pilotage relativement descendant. Elles doivent être adaptées à un pilotage beaucoup plus autonome, et qui donne effectivement, qui garantissent la collégialité des décisions, la transparence des décisions. Deuxième élément, cette autonomie des établissements va générer ce qu'on appelle maintenant dans notre jargon éducation nationale, à la suite du décret du 20 août 2014, des missions particulières. Il va falloir que certains collègues s'investissent plus particulièrement, comme c'est déjà le cas sur beaucoup d'autres sujets, mais là peut-être plus particulièrement dans la préparation, hein, le pilotage, l'encadrement de cette autonomie. Et bien, cet engagement particulier, il faut le reconnaître à terme. Il va falloir donc y mettre les moyens, hein, concrètement mettre des moyens pour augmenter les budgets d'indemnités pour missions particulières qui peuvent, je le rappelle, être versés sous forme numéraire ou sous forme de décharge, même si le ministère a prévu que cette dernière modalité soit exceptionnelle. Voilà le cadre, encore une fois, l'origine pour nous de la réforme, les nécessités de son contenu et les exigences pour sa réussite. Je vous remercie. Merci, monsieur. Je donne immédiatement la parole à votre voisine de droite, Madame Claire Crébert, pour le syndicat enseignant UNSA. S'il vous plaît, vous avez la parole. Oui, bonjour et merci de nous avoir invités à nous exprimer sur cette réforme du collège. Pour commencer, je voudrais dire que malgré l'engagement des personnels sur le terrain et l'engagement quotidien, le collège n'est ni juste ni efficace. Et c'est une source de souffrance professionnelle pour les personnels et bien sûr une source de souffrance pour tous les élèves qui sont en échec dans notre collège. Je ne vais pas rappeler ce que vous avez déjà signalé, madame, les échecs, l'échec massif qui marque le collège et le creusement des écarts entre les plus faibles et les meilleurs qui a lieu dans les 4 années du collège. Je voudrais juste rappeler tout de même un point important, il me semble, c'est que nos élèves les plus faibles sont largement en dessous des élèves les plus faibles si on considère la moyenne de l'OCDE. C'est-à-dire que nos élèves les plus faibles ont encore moins d'acquis que les élèves les plus faibles dans les autres pays. C'est ainsi qu'on peut dire que notre système éducatif, pour les élèves les plus faibles, est moins efficace que le système éducatif du Mexique, par exemple. Ce qui est quand même assez tragique quand on y pense. Les
études internationales montrent que les pays qui ont progressé de manière significative l'ont fait en s'attachant à faire progresser les plus faibles. Et du même coup, en faisant progresser les plus faibles, ils sont parvenus à faire progresser l'ensemble de leurs élèves. Je crois qu'il faut bien qu'on garde ça en tête. Il ne s'agit pas d'opposer la réussite des plus faibles à la réussite des meilleurs. Il ne s'agit pas de parler, comme on l'entend régulièrement dans les médias, de nivellement par le bas. Au contraire, plus nous nous attacherons à la réussite de nos plus faibles, plus nous porterons encore plus loin nos meilleurs élèves. Pour l'instant, notre système éducatif et notre collège est marqué par une discrimination en faveur des meilleurs. C'est-à-dire que ce sont toujours les meilleurs élèves qui ont droit à plus d'heures de classe et à des dispositifs particuliers au service de l'acquisition de leurs compétences. Il faut donc restructurer notre collège pour se donner effectivement les moyens de faire réussir tous les élèves. Alors le dialogue social a eu lieu, il a même été long. Il a d'abord eu lieu dans le cadre de l'élaboration de la loi de refondation. Ensuite, nous avons été réunis pendant pratiquement une année, 4 ou 5 réunions au moins, pour travailler ensemble à l'évolution du collège. Nous avons ensuite participé à des discussions pendant plusieurs mois et enfin, sur un mois, des négociations ont eu lieu autour de la grille horaire. Ce qui nous paraît, nous, essentiel au SEUNSA dans cette réforme, ce dont on parle peu d'ailleurs, ce sont les marges, ce qu'on appelle techniquement les marges heures-prof, qui sont multipliées par 8 dans le cadre de cette réforme, par 6 dans le cadre de cette réforme, et qui sont donc la clé de la réduction de la discrimination. Quand on prend un collège moyen, c'est-à-dire un collège de 16 classes, on va bénéficier, au lieu des 8 heures actuellement proposées dans les grilles horaires pour faire des groupes à effectifs réduits, on va bénéficier de 48 heures. Ce qui est considérable. Ce qui veut dire que nous allons pouvoir enfin, ce que demandent tous les enseignants, nous allons pouvoir enfin mettre en place des groupes à effectifs réduits pour mieux nous attacher à la réussite de tous les élèves. Nous allons pouvoir aussi proposer de la co-animation, de manière à travailler à 2 enseignants avec les mêmes élèves et à donner du sens aux apprentissages et à mieux observer nos élèves en train d'apprendre pour mieux résoudre leurs difficultés avec eux. Cette réforme, elle s'appuie largement sur les pratiques enseignantes, mon collègue l'a déjà dit, et elle n'est pas une révolution, mais plutôt une évolution. Elle est modeste dans le sens où elle s'ajuste aux possibilités et à l'avancée de la réflexion dans les équipes. On a beaucoup glosé sur les EPI. On allait voler des heures aux disciplines. On va voler des heures aux disciplines. Premier rappel, les EPI, ça représente en tout et pour tout de 6 à 9 heures sur les 104 heures de classe que reçoit un élève de collège. Donc vous voyez qu'on est loin de mettre en péril les enseignements disciplinaires. On les met d'autant moins en péril que ces EPI sont bien sûr inscrits dans les contenus des programmes. Et donc qu'on y fera ce qu'on y fait de toute façon dans les enseignements, bien entendu, mais simplement avec des modalités pédagogiques diversifiées. L'accompagnement personnalisé, à noter 3 heures en 6e pour aider nos élèves à entrer dans les exigences du collège, 3 heures. L'accompagnement personnalisé n'est pas une nouveauté. Il me semble qu'une majorité différente, quand elle était aux affaires, l'a institué au lycée. On est donc bien dans une forme de continuité. On peut même dire que les EPI marquent une certaine continuité avec des choix qui ont été faits dans la réforme du lycée sous la forme des enseignements d'exploration. Donner du sens aux apprentissages, permettre aux élèves d'être plus actifs, travailler en groupe, voilà des démarches qui existent dans d'autres niveaux et qui ont montré leur pertinence.
Cette réforme, elle est fondée sur l'autonomie. L'autonomie, ça n'est pas la liberté, ça n'est pas le grand n'importe quoi, c'est la responsabilité et c'est la confiance. C'est la confiance qu'on fait aux équipes pour pouvoir construire localement les réponses aux besoins locaux. C'est aussi redonner du pouvoir d'agir aux enseignants, leur redonner la fierté de leur métier, leur redonner la possibilité de, j'allais utiliser un terme un peu familier, de s'éclater pédagogiquement avec leurs élèves parce qu'ils vont pouvoir les faire mieux réussir. Alors la réussite de la réforme, bien sûr, elle n'est pas que dans les textes, même si les textes sont importants, elle est surtout dans l'accompagnement de sa mise en œuvre. Et cet accompagnement, il passe par la formation initiale et la formation continue, dont je rappellerai comment elles ont été mises à mal toutes les deux par la majorité précédente. Il y a donc un effort essentiel à mener sur cette formation initiale et cette formation continue, sans oublier pour autant qu'on a une autre priorité essentielle, c'est celle de faire réussir nos élèves à l'école primaire. Notre chance, c'est que cette réforme, elle est systémique. Elle passe à la fois par la réforme de la formation, par la réforme des programmes, par la réforme de l'évaluation et peut-être, nous l'espérons, par la réforme du DNB. Il y a urgence. Il y a urgence pour notre collège, il y a urgence pour notre système éducatif public. Il est temps, il nous semble, de sortir des polémiques sans fondement, des polémiques stériles, pour porter tous ensemble ce nouveau collège. Nous en partageons tous les principes. Collègues, je vous demande Nous de en laisser partageons tous terminer. les principes. Il est très important que nous réussissions cette réforme si nous voulons garantir le vivre ensemble dans notre République, si nous voulons garantir également la réussite économique de notre pays. Je rappellerai également que pour y parvenir, sur ces deux points, le vivre ensemble et la réussite économique, il y a des enjeux qui ne sont pas uniquement des enjeux du système éducatif. Il faut aussi que nos collectivités prennent leurs responsabilités avec les services de l'État pour développer la mixité scolaire et sociale dans tous les établissements. Et c'est aussi un très très fort enjeu qu'il nous faut porter parce que la différence entre les collèges, c'est aussi cela, l'absence de mixité scolaire et sociale. Merci, madame. Je donne la parole au représentant du SNALC, monsieur François Portser, son président. Merci, madame la présidente, messieurs, mesdames les sénateurs. Je vous remercie de nous auditionner aujourd'hui. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que nous sommes également conscients, et nous avons été les premiers à le dénoncer, des manquements que connaît à l'heure actuelle le collège, marqués notamment par le fait qu'un quart des élèves sont en situation d'échec. Donc, ce que je voudrais d'abord souligner, c'est que notre organisation ne se résout pas à l'immobilisme. Il ne s'agit pas d'être contre cette réforme pour ne rien faire. Nous avons d'ailleurs, il y a déjà 2 ans, proposé un projet alternatif pour le collège, qui s'appelle le collège modulaire, qui est expérimenté en particulier dans un collège de la banlieue d'Angoulême, le collège Elisabeth Badinter à La Couronne, et qui est fondé sur le fait qu'en 5e, en 4e, en 3e, en maths, en français et en anglais, les élèves qui ont le plus de difficultés soient pris en charge en petits groupes sans qu'il y ait une quelconque ségrégation. Donc nous partageons un diagnostic sur la nécessité de faire cette réforme, mais cette réforme pour nous n'est pas la bonne. Et nous en demandons l'abrogation et l'ouverture de véritables nouvelles négociations. Avant de rentrer effectivement dans le vif du sujet, il faut bien avoir conscience que cette réforme a été imposée de manière tout à fait rapide, sans véritablement de concertation. Nous avons eu en quelques semaines 3 réunions. Au cours de la dernière, d'ailleurs, nous sommes sortis puisque nous voyions qu'il n'y avait pas moyen d'avancer. Ces réunions, on a eu un projet qui était déjà ficelé. On nous demandait quasiment de changer les virgules, mais il n'y avait aucune possibilité d'avoir une réflexion de fond. Et vous l'avez vu dans l'actualité récente, la manière dont est fait le dialogue social dans l'éducation nationale, qui consiste à faire passer un décret pour faire appliquer cette réforme, alors même que la manifestation est à peine finie,
le jour de la grève du 19 mai dernier, et c'est véritablement un camouflet, un déni de démocratie. Donc c'est pas comme ça qu'une réforme qui va impacter la vie de milliers d'élèves pour des années à venir doit être prise en compte. Il faut écouter l'opinion d'organisations syndicales qui représentent la large majorité des enseignants du secondaire pour que la réforme du collège puisse se faire. Alors maintenant, sur la réforme elle-même, qu'est-ce que nous reprochons à cette réforme ? Premier problème, on diminue les horaires disciplinaires. On a vu récemment les difficultés que les collégiens français ont en maths. Mais cette réforme ampute les horaires disciplinaires. Ce n'est pas sérieux. Les enfants ont besoin davantage d'horaires disciplinaires pour remédier à leurs difficultés, pas d'une diminution. On nous vend encore une fois l'interdisciplinaire par le biais des épis. L'interdisciplinaire serait la solution miracle pour remédier aux difficultés. C'est faux. Il y a eu par le passé, par exemple, les IDD qui ont été un fiasco total. Donc dire que l'interdisciplinaire est une solution au problème est faux. Nous ne sommes pas opposés à ce processus s'il repose sur le volontariat et s'il n'ampute pas, encore une fois, les horaires disciplinaires. Parce que les épis se font sur le dos des horaires disciplinaires et, encore une fois, leur efficacité est tout à fait douteuse. Autre problème, la confusion que cette réforme introduit dans l'enseignement des disciplines artistiques. On ne sait plus trop comment les choses vont se faire. Les difficultés également dans les disciplines scientifiques. On mélange la physique, les SVT, la technologie en amputant des moyens. Une collègue l'a cité, on ne peut pas sérieusement travailler avec des horaires moins importants et plus de dédoublement dans une discipline comme la technologie. On supprime un véritable enseignement du latin et du grec. Il ne s'agit pas de passer des vidéos sur la guerre de Troie, il s'agit d'avoir un véritable enseignement de qualité, où on apprenne véritablement la vertu formatrice du latin et du grec. Et dans le dispositif qui est mis en place, ça n'est plus le cas. Et j'insiste aussi sur le fait qu'il faut arrêter de nous faire croire que l'enseignement du latin et du grec, c'est quelque chose d'élitiste. Je vous rappelle qu'en Seine-Saint-Denis, par exemple, il y a des parents qui sont très contents. Il y a de plus en plus de demandes pour faire du latin et du grec. Donc il faut augmenter. Il y a à l'heure actuelle 20% des élèves qui le font. Il ne s'agit pas de diminuer, il s'agit de l'augmenter. Et d'arrêter de taxer d'élitisme une formation véritablement indispensable à l'épanouissement de beaucoup d'enfants. Ensuite, on supprime des dispositifs qui fonctionnent. On supprime les classes européennes, on supprime les classes bilingues. Sans même parler également de l'enseignement des langues régionales auxquelles nous sommes très attachés. Donc ces suppressions, ce fonctionnement de toutes ces disciplines, enfin tous ces dispositifs qui fonctionnent, sont certes à l'heure actuelle choisis par une minorité d'élèves, mais pourquoi ? Parce qu'on ne donne pas les moyens pour qu'il y en ait plus. Nous sommes pour le fait qu'il y ait un maximum d'élèves qui participent à ces dispositifs. Donc on est en train de casser quelque chose qui marche, avec, j'y reviendrai tout à l'heure, le risque de mécontenter les familles et d'entraîner une déperdition de l'enseignement public vers l'enseignement privé. On nous parle également de l'autonomie comme solution à tous les problèmes. Pour nous, l'autonomie qui nous est proposée, ce n'est pas l'autonomie des établissements, c'est l'autonomie des chefs d'établissement, avec un risque d'inégalité croissant entre les établissements que nous contestons tout à fait. Au final, véritablement, le nœud du problème, je l'ai évoqué tout à l'heure, alors que le vrai problème, c'est le fait qu'il y ait 25% des élèves qui sont en difficulté, rien n'est fait concrètement pour que ces élèves puissent remédier à leurs difficultés et acquérir un savoir fondamental qui leur permettra de réussir. Parce que rien n'est fait pour prendre en petits groupes les élèves en difficulté au cours de leur scolarité au collège. Alors au final, pour nous, effectivement, cette réforme du collège est grave, parce que derrière, il y aura, on l'a dit, une réforme de l'évaluation, une réforme des programmes. Des programmes, je rappelle qu'en français, à l'heure actuelle, le mot grammaire ou le mot complément d'objet direct n'est pas prévu dans les programmes de français, on va rêver. Et à l'heure actuelle, derrière une réforme du lycée, on a vu déjà les effets catastrophiques de la réforme précédente au lycée, on en prépare une qui risque d'être encore pire. Et tout ça va pour nous dans le mauvais sens. Nous sommes depuis 1905 un syndicat qui défend l'école de la République, c'est-à-dire un enseignement de qualité pour tous, et nous récusons le modèle universel actuel, qui est un modèle qui veut que l'école publique soit une école pour les pauvres, une école de mauvaise qualité, et que l'enseignement de qualité, comme c'est malheureusement le cas dans la plupart des pays du monde, soit réservé à une élite sociale de l'argent.
Nous, notre combat, c'est un enseignement de qualité pour tous, quelle que soit son origine. Et avec cette réforme, contrairement à ce que dit la ministre, à grand renfort de coûts médiatiques tout azimut, on ne va pas dans le sens de davantage d'égalité pour les élèves, on va vers une détérioration de cette égalité et la fin de l'école publique. Donc nous, au SNALC, nous sommes là depuis 1905 et on ne laissera pas que cette gabegie se poursuive. Merci, monsieur. Je donne la parole à notre dernier invité, orateur pour ce premier tour de piste, monsieur Michael Marcilou, pour la CGT Éducation. Je vous remercie. Nous sommes d'accord, et je pense que c'était assez partagé ici, pour dire que le collège ne remplissait toujours pas sa mission et qu'il était le grand oublié des réformes de ces dernières années. Et même, on peut le dire, depuis la création du collège unique que nous soutenons toujours, évidemment, on n'a pas réussi à faire passer une phase de démocratisation après la phase de massification. Donc il était intéressant de pouvoir discuter d'une réforme, simplement comme ça a été dit, effectivement, en termes de discussion, ça a été relativement court, puisque nous n'avons eu au niveau syndical que 3 réunions devant un projet quasiment ficelé et sans possibilité d'intervention, et malgré nos demandes réitérées, de demander un peu de temps pour se concerter et pour améliorer ce qui pouvait l'être dans cette réforme. Nous, ce qui nous pose le principal problème, c'est l'autonomie des établissements. Parce que, comme ça a été dit, on essaie de nous dire que c'est l'autonomie des équipes pédagogiques, mais ce n'est absolument pas le cas. On l'a vu déjà dans la réforme Châtel des lycées. Cette autonomie, c'est bel et bien celle du chef d'établissement qui décide de la répartition des moyens dont il a à disposition en termes de dédoublement, par exemple, et de travail à effectif réduit. Non pas suivant l'intérêt des élèves, non pas suivant l'idée d'un cadrage national de ce qui devrait être l'intérêt des élèves, comme par exemple se dire que nationalement on peut supposer et penser qu'il faut travailler en effectif réduit prioritairement en langue, prioritairement en sciences. Si on le pense tous, eh bien écrivons-le dans les cadres réglementaires. Donc c'est bien cette autonomie-là qui n'est pas celle du tout des équipes, mais bien du chef d'établissement, qui peut décider des dédoublements souvent et très souvent en fonction de la dotation académique de personnel. Effectivement, quand on est dans des disciplines comme les mathématiques où on manque de personnel, eh bien, ce sont les mathématiques qu'on dédoublera le moins, pour prendre un exemple. Ça, c'est de la gestion, c'est de l'autonomie de gestion et certainement pas de l'autonomie pédagogique. Nous, ce que nous réclamons, si vraiment on veut de l'autonomie pédagogique, c'est partir des projets des collègues. Et parce que les collègues, heureusement, de l'interdisciplinaire, ils en font déjà. Ils font des projets. Simplement là, ce n'est pas en leur demandant d'aller chercher à tout prix à faire des projets alors qu'ils aient à tort ou à raison, en leur faisant penser que c'est au détriment de leur discipline qu'on arrivera à faire un vrai travail de projet interdisciplinaire. C'est au contraire en donnant une marge supplémentaire de moyens dans les établissements pour permettre ces projets. Et ces moyens, ça veut dire notamment de la concertation. Parce que c'est intéressant dans cette réforme de dire que les EPI, d'où à la CGT Éducation, on n'est pas forcément opposé à l'interdisciplinarité. On pense même que si c'est bien fait, ça peut être intéressant sous une certaine dose. Simplement, faire de l'interdisciplinarité sans donner les moyens fléchés pour faire de la co-intervention entre collègues de plusieurs disciplines, ce n'est pas de l'interdisciplinarité. Faire de l'interdisciplinarité sans donner de la concertation pour la préparer, ce n'est pas faire de la bonne interdisciplinarité. Et cette réforme-là, elle sera un échec pour cette raison-là. Donc, pour nous, le principal problème de cette réforme, c'est l'autonomie. C'est la mise en concurrence des établissements, avec des EPI où on en fera 6 sur 8. Donc ça veut dire que quand même, dans les établissements, on ne fera pas tous. Tous les élèves ne feront pas la même chose entre 2 établissements. C'est la mise en concurrence des disciplines. C'est en plus faire peser la gestion de la pénurie en heures au collège au personnel. C'est essayer de leur faire croire que si ils sont en échec, c'est de leur faute, puisqu'ils avaient les moyens d'ajuster à la marge les quelques heures qu'on leur laissait en plus. Donc pour nous, cette réforme, elle est à rejeter pour cette raison-là, parce qu'elle ne part pas du travail et du dévouement des collègues dans les collèges, y compris les collèges les plus difficiles. Les solutions, alors il n'y a pas de solution malheureusement, ou heureusement peut-être d'ailleurs, clé en main. Simplement déjà, il faudra réfléchir quand même au fait que les effectifs par classe, depuis des années maintenant, après la suppression de 80 000 postes notamment ces dernières années, les effectifs par classe sont toujours aussi élevés en collège. On peut très bien réussir à travailler autrement, mais simplement travailler autrement avec des effectifs aussi lourds, c'est extrêmement compliqué. Et à aucun moment n'est abordée cette question-là. Elle est même oubliée comme elle l'a été dans la réforme de l'éducation prioritaire, où aucun moyen n'a été donné pour alléger les classes. Le travail en groupe, c'est une idée.
c'est très bien, mais à condition de le flécher nationalement, en tout cas en partie. Qu'il y ait une partie qui puisse être utilisée au sein des équipes pour quelques dédoublements spécifiques, pourquoi pas. Simplement, encore une fois, on peut estimer que nationalement, il est crédible de dire que certaines disciplines doivent être prioritairement travailler en effectif réduit et mettre un cadre national pour cela. Donc, parce qu'effectivement, il y a les heures effectifs réduits ont été augmentées. On ne le nie pas. Simplement, dans le même temps, on introduit l'accompagnement personnalisé à 30, enfin à 28, ça dépend des classes, ou à 26. Et si on veut faire de l'accompagnement personnalisé, parce que personnalisé, ça ne veut pas dire individualisé, ça veut dire qu'en fait, vous avez 26 élèves devant vous, et en théorie, vous leur donnez 26 choses différentes à faire. Je caricature un peu, je l'avoue volontiers. Simplement, quand on crée l'accompagnement personnalisé, sans lui donner forcément des moyens fléchés pour le dédoubler, quand on crée les EPI sans donner des moyens pour soit travailler à effectif réduit, soit permettre la co-intervention des collègues, ça veut dire qu'on laisse les collègues décider entre des dédoublements en sciences, des dédoublements en langue, ou dédoubler l'AP, ou dédoubler les EPI. Donc encore une fois, on fait porter la gestion de la pénurie sur les collègues. Donc de l'interdisciplinarité, travailler autrement, oui, pas n'importe comment, et ça veut dire des moyens de concertation, de formation des collègues, parce qu'on nous promet, suite à la parution du décret, que le 2015-2016 sera l'année de la formation. Moi, je suis enseignant depuis 12 ans, ça fait 12 ans que j'entends qu'on va avoir enfin un vrai plan de formation dans l'éducation nationale, et depuis 12 ans, j'attends toujours. Je vous remercie de cette présentation.